que je peux ajouter, c'est que l'éducation positive, c'est d'abord une branche de ce qu'on appelle la psychologie positive. La psychologie positive, c'est quoi? C'est pas la pensée positive, c'est pas la méthode Coué. C'est une branche de la psychologie qui ne s'oppose pas à la psychologie négative, mais qui s'est développée principalement depuis les années 90, avec l'idée que jusqu'à présent, on avait surtout étudié la psychopathologie, c'est-à-dire les choses qui dysfonctionnaient, et qu'à un moment, certains chercheurs se sont dit que si on comprenait mieux comment fonctionnaient les gens qui vont bien, on pourrait peut-être aider les gens qui vont moins bien à fonctionner aussi. Donc on a une définition scientifique qui s'affiche derrière moi de ce que c'est que la psychologie positive. J'en profite pour dire un mot quand même, parce qu'en tant que chercheur, j'ai quand même une petite réserve. Il faut être très vigilant, parce que la psychologie positive, c'est pas non plus une injonction, c'est pas des prescriptions. Et surtout dans le cas de personnes qui vont vraiment pas bien, il peut y avoir une sorte de double peine à dire bah oui, mais en fait, maintenant on t'a donné les recettes pour aller mieux, tu sais très bien ce qu'il faudrait faire, donc si tu le fais pas, c'est quand même de ta faute. Donc sinon, il y a une double peine, non seulement on va pas bien, mais en plus, il y a la culpabilisation de pas aller bien. Donc c'est vraiment important d'avoir cette réserve par rapport à la psychologie positive et de se dire que c'est pas si simple, la vie, en fait. Par contre, effectivement, comme vous l'avez dit l'une et l'autre, la psychologie positive et donc par reflet l'éducation positive, elle s'attache à prendre appui sur nos ressources plutôt que sur nos points faibles. Donc c'est vraiment s'appuyer sur, en anglais ils disent what is strong rather than fixing what is wrong. Donc s'appuyer sur ce qui fonctionne, ce qui est fort, plutôt que d'essayer de réparer ou de fixer, de conforter ce qui va pas bien. Le lien avec le système français, Agnès vient de le dire, c'était Agnès votre... Non, c'était l'autre dame. Oui, vous venez de le dire. Le système éducatif français a tendance, souvent, pas toujours, et il est en train d'évoluer quand même assez rapidement, je trouve, c'est de se concentrer sur l'erreur. On a tous eu des dictées où quand on a 6 fautes, on a 0 parce qu'il y a 4 points qui s'en vont par faute. On voit très souvent les enfants dire « Ah ben moi je suis nul ». Donc tout ça, c'est des choses sur lesquelles il est important de faire évoluer les pratiques. Et j'ai peut-être un petit biais parce que je fréquente beaucoup d'enseignants qui essayent de faire évoluer leurs pratiques. Mais en tout cas, je vois plein d'enseignants qui ont envie de changer ça. Et je pense que les parents, les grands-parents peuvent les aider aussi. C'est vraiment en travaillant tous ensemble qu'on va y arriver. Une autre réserve sur le lien avec la recherche, c'est qu'il ne faut pas tomber non plus dans ce qu'on peut appeler le scientisme. C'est-à-dire que la recherche, c'est une sorte de boussole qui peut aider à la prise de décision. Parfois, il y a des choses qui sont contre-intuitives. Je vous en donne un exemple. On dit souvent qu'il faut rendre les enfants actifs dans leurs apprentissages, et d'ailleurs le numérique, ça peut permettre de rendre les enfants plus actifs quand c'est interactif. Ok. Moi, je suis ni pro-numérique ni anti-numérique. Je pense qu'il y a des bons usages et puis il y a des usages qui sont moins bons. C'est complexe. Et donc, en rendant les enfants actifs, par exemple avec des applications numériques, pour certains apprentissages, on s'aperçoit à la fin que, certes, ils se sont beaucoup amusés, ils ont été motivés, donc la motivation est là. Et en revanche, au niveau de l'apprentissage, au niveau des connaissances, de ce qu'ils ont mémorisé, de ce qu'ils ont intégré, de ce qu'ils ont appris et de ce dont ils vont avoir besoin pour la suite, eh ben, les résultats ne sont pas là. Donc c'est s'appuyer sur la recherche pour nous aider à trouver dans quel cas un dispositif pédagogique est bien adapté et dans quel cas il faut en choisir un autre. Voilà un exemple de recherche qui peut servir. Un autre exemple, on parle beaucoup en ce moment des évaluations de CP, CE1, vous avez dû en entendre parler. En France, c'est quelque chose qui a, de manière générale, j'ai l'impression, une réception qui n'est pas positive de la part des enseignants. Or, quand on voit l'intention avec laquelle ça a été mis en place au départ, c'est vraiment l'idée de repérer de manière très précoce des enfants qui ont une difficulté d'apprentissage pour les aider. C'est pas fait pour évaluer les profs, c'est fait pour accompagner les élèves le plus tôt possible. C'est une expérimentation qui a été mise en place en Angleterre et qui a donné des résultats vraiment probants. Depuis, je crois que c'était en 2011, qu'il y a eu des résultats nettement supérieurs, alors que ça avait été mis en place en 2009. Mais par contre, la manière dont c'est mis en place en France, il semblerait qu'il y ait quand même eu un problème dans la manière de la mettre en place, puisque les enseignants n'ont pas compris l'intention dans laquelle c'était fait, ou pas tous en tout cas, et ça a suscité des réactions
pas forcément positive, et apparemment, chez les enfants, ça a pu susciter de l'anxiété, alors que c'était fait avec l'intention de les aider. Donc je pense qu'il y a un vrai travail à faire au niveau des chercheurs, et là je parle pour moi, qui est de travailler sur la posture du chercheur, qui n'est pas d'être une posture surplombante de sachant, mais de co-construire avec les personnes sur le terrain, de co-construire les problématiques, de partir des problématiques de terrain pour trouver ensemble des solutions, les expérimenter et les mettre en place.